One Piece est si vaste et dense que ses frontières s'étendent encore bien plus loin que les pages de ses chapitres. Des films, des mangas dérivés, des épisodes fillers, des romans, nombreux sont les formats ayant étendu l'univers de cette œuvre. La grande majorité ne viennent pas d'Eiichiro Oda lui-même, mais lorsque c'est le maître qui s'y colle, alors tout devient plus intéressant. Le foreshadowing fait alors acte de présence et une nouvelle course aux détails et au double sens caché fait son apparition. En fouillant un petit peu dans ces fameuses créations originales de One Piece par Oda, des pépites alors appelées crossover, trop peu connues du grand public, font leur apparition. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, au cas où, eh bien un crossover, traduit littéralement par croisement ou encore mélange, c'est deux univers ou œuvres différentes qui se retrouvent l'espace d'un épisode, d'un film ou d'un chapitre. Par exemple, on peut considérer que Avengers Endgame est un énorme crossover vu le nombre de personnages issus de différents films de la licence. Mais ce n'est pas pour autant le crossover le plus marquant. L'épisode où Martin Mystère rencontre les Totally Spies ou encore les Griffiths de Family Guy retrouvant les Simpsons le temps d'un épisode, ça c'est du bon crossover comme on les aime. Maintenant que vous avez compris le concept, il est temps de vous annoncer que One Piece a eu plusieurs crossovers dont deux regorgeant de foreshadow et d'éléments à analyser qui seront mis à l'honneur dans cette vidéo. Le très grand et magnifique chauve burlesque de la chaîne Manga Trash sera avec moi pour les présenter et en redécouvrant ces crossovers, on trouvait que ça valait le coup d'en faire une vidéo dédiée. Et oui, quand on dit qu'il n'y a pas de crossover plus ambitieux qu'Avengers Endgame, c'est sans doute parce que celui-là est beaucoup moins connu. Les deux mangas les plus rentables et sûrement les plus populaires du Shonen Jump ont brisé leurs frontières pour se retrouver dans un chapitre de 18 pages, nommé Cross Epoch. Un chapitre qui aura sans doute fait la joie d'Eiichiro Oda, puisqu'il lui a permis de bosser avec son idole de toujours et papa de Dragon Ball, Akira Toriyama. Datant du 25 décembre 2006, déjà 14 ans quand même, il mélange les personnages principaux de ces deux univers dans diverses situations, propres à l'humour de ces deux mangaka. Cependant, Eiichiro Oda semble avoir profité de ce crossover pour introduire certains éléments qui deviendront importants ou récurrents plusieurs années après dans son propre manga. Pour vous expliquer grossièrement le déroulement du chapitre, tous les Mugiwara sont séparés et placés avec un membre de la Z-Team de Dragon Ball. Ainsi, Krillin fait équipe avec Chopper, Nami avec Bulma et naturellement Luffy avec Sangoku. Tout le long de ce chapitre, ils vivront leur petite aventure pour finalement se retrouver à la fin dans un seul et unique point, l'île où se déroule la Tea Party de Shenron. Ils se rassembleront alors en ce point final, prêts à déguster un buffet d'anthologie, happy ending, blablabla. Mais ce serait mal connaître Eiichiro Oda que de penser qu'il se contenterait d'un simple chapitre gag et aventure, car ce crossover va devenir un des plus révélateurs sur l'histoire de One Piece se déroulant aujourd'hui même, qui je vous le rappelle, 14 ans après. Durant ce chapitre, Vegeta fait son apparition accompagné de Trunks, Robin et Usopp. En termes de quatuor improbable, on n'a pas fait mieux. Le prince des Saiyans sera également capitaine d'un bateau pirate volant. À première vue, il pourrait être tout ce qu'il y a de plus banal, cependant on peut totalement le relier à certains événements du manga dévoilés des années plus tard. Le concept de bateau volant n'a été dévoilé pour la première fois que quelques années plus tard dans le film One Piece Strong World en 2011. Il y avait également une très grande inspiration japonaise autour du personnage de Shiki. Son palais ressemble à celui d'un empereur japonais. Un lion nommé Shogun l'accompagne, le Shogun étant le nom donné aux généraux japonais. Et toujours en restant dans le thème du lion, même son épithète, Shiki le lion d'or, le ramène à la culture japonaise. Le lion est associé au Komainu, gardien des temples sacrés, tandis que l'or est une couleur et un métal associé à l'empereur. Si on vous parle du Japon, c'est forcément pour faire un lien avec l'île japonaise de One Piece, Wano Kuni. Elle possède exactement les mêmes rochers s'élevant au-dessus des mers, autour duquel gravite le bateau volant. Alors est-ce que dans ce crossover, Vegeta et son équipage étaient proches de Wano Kuni et qu'Oda a donné un premier aperçu de cette île à travers leurs aventures? Eh bien c'est bien possible. Et pour ça il y a même une autre raison. L'équipage de Vegeta possède tous, sans exception, de petites cornes toutes noires sur leur tête. Élément cosmétique qui ne sera pas sans rappeler celui de l'équipage de l'empereur Kaido sans bête, officiant justement sur Wano Kuni et possédant les mêmes petites cornes. Ce passage bien précis laisse présager qu'Oda s'est déjà amusé à dissimuler de nombreux indices et foreshadow, bien qu'on ne parle pas d'un chapitre canon à l'histoire même de One Piece. Les origines de Zoro et des Kozuki. On continue pour découvrir Zoro en tenue de samouraï aux côtés de Piccolo totalement paumé dans un environnement enneigé. Bon là c'est carrément plus explicite puisqu'on reste dans le thème de Wano Kuni avec le kimono de Zoro sur lequel se trouve un symbole se rapprochant de celui des Kozuki. Un symbole qui sera véritablement révélé en 2016, soit donc 10 ans après la parution de ce crossover. Il peut être intéressant de noter qu'en addition de ça, Zoro se trouve dans un environnement enneigé. Un climat qui est étroitement lié au personnage puisque rappelant la région de Ringo sur Wano Kuni. Une région qui à son tour aura vu naître le grand Ryuma, samouraï légendaire de Wano, qu'aura affronté Zoro, mais surtout qui abrite la dynastie des Shimotsuki. Shimotsuki qui est également le nom du village dans lequel le jeune Roronoa Zoro aura grandi et perfectionné sa maîtrise du katana. La raison à cela, eh bien il y a plusieurs dizaines d'années, bien avant l'histoire actuelle, un samouraï de Wano Kuni aura quitté le pays pour se rendre sur East Blue et fonder le village Shimotsuki. Évidemment, ce samouraï venait de la région de Ringo et faisait partie de la prestigieuse famille Shimotsuki.
Ça va? Vous tenez le coup? La lame qu'il aura apportée avec lui ne sera nulle autre que le Wado Ichimonji, le katana dont Zoro ne se sépare jamais et qui le suit depuis le tout début de l'aventure. Comme quoi, même si on n'en savait rien il y a quelques mois encore, l'histoire de Wano Kuni et de Zoro est particulièrement bien ficelée et ce petit clin d'œil dans le crossover le démontre à la perfection. La Tea Party. Ce chapitre viendra se clore avec une double page aussi magnifique qu'inattendue, Shenron qui accueille les principaux protagonistes de Dragon Ball et One Piece dans sa Tea Party. J'aurais jamais cru dire cette phrase un jour. Évidemment, quand la mention de Tea Party est faite, comment ne pas penser au monde féerique d'une des 4 empereurs des mers, Big Mom. Elle qui a aussi organisé une Tea Party, qui a été l'événement le plus important de son arc Whole Cake Island, n'a été dévoilée qu'en 2016 également. Bon. Après, attention, il faut dire qu'Oda n'a pas inventé le concept du goûter anglais, il faut peut-être pas abuser, mais c'est marrant de voir à quel point l'histoire de 2 empereurs qui finiront par s'allier dans l'arc de Wano Kuni se retrouve autant teasée dans un crossover datant de 2006. Moi, ce qui m'hallucine le plus dans tout ce chapitre est la façon dont il se clôt. Une façon justement très One Piecienne. Oui, la Tea Party avec Shenron est la page finale, mais tous s'y rendent d'une façon très particulière. De leurs aventures, chacun aura suivi une route unique, vivant leur propre histoire pour finir par tous se retrouver en un seul et unique point. Satan récupère les Dragon Ball et demande à devenir roi, comme Luffy cherchera à devenir le roi des pirates. Tous se réunir après avoir pris une route différente telle Grand Line et le Nouveau Monde. Et ils finissent par organiser une grande Tea Party comme celle de Big Mom et comme n'importe quel grand banquet de fin d'arc que One Piece nous offre depuis bien plus de 20 ans désormais. Au final, ce crossover, 14 ans plus tard, nous aura donné de belles indications sur ce que sera la suite de One Piece, notamment sur Wano Kuni. Si Dragon Ball fut l'un des rares univers avec lequel One Piece a pu fusionner le temps d'un chapitre, Oda a quand même réussi à trouver une autre histoire pour un nouveau crossover. Celui du Japon. Oui, le vrai Japon avec de grosses guillemets, car en réalité c'est une région du pays de Wano. En effet, le dernier crossover en date remonte en 2017 avec la ville de Kyoto. Sans doute dans un désir d'introduire Wano Kuni quelques mois plus tard, Oda a créé au Mugiwara une petite aventure sur le sol du Japon féodal. Il n'y a pas réellement de chapitre, contrairement à celui de Dragon Ball. Tout se passait sur place avec une chasse au trésor saupoudrée de fresques et d'histoires complètement originales créées pour l'occasion. Visuellement, c'était plutôt incroyable, et nombreux sont les artistes à avoir mis la main à la pâte pour rendre l'événement encore plus délicieux à l'œil. Mais ce qui nous intéresse le plus n'est pas vraiment l'histoire. Est-ce qu'Oda nous a dissimulé quelques foreshadows et autres indices comme il a l'habitude de le faire? Eh bien, il y a effectivement de nombreux éléments troublants. Les 2 principaux protagonistes de cette histoire sont Okiku et Toratsugu, 2 êtres promis l'un à l'autre séparés par un grand méchant. Okiku partage le même nom que le samouraï des 9 fourreaux rouges et nous a été révélé quasiment 1 an avant sa parution officielle dans le manga. Cependant, malgré la ressemblance physique, les 2 sont radicalement différents. Okiku est devenu Kikunojo, un homme se sentant femme, et il n'était donc pas fille de daimyo, mais fils d'un criminel en prison. Pour Toratsugu, il n'a pas son équivalent dans l'histoire de One Piece. Enfin, pas directement. Étonnamment, on peut le relier à Kaido à travers leur fruit du démon. Tous les 2 ont un fruit du démon Zoan mythologique, celui du dragon pour Kaido, et celui du nuée pour Toratsugu. Le point commun entre les 2, outre les créatures mythiques du folklore japonais qu'elles représentent, est qu'ils peuvent invoquer des nuages noirs sur lesquels ils se déplacent. Et je vous rappelle que le crossover est sorti 1 an avant le début de l'arc Wano Kuni, ainsi que la révélation des véritables pouvoirs draconiques de Kaido. D'une interprétation un peu plus personnelle et contestable, le nuée est une chimère, un ensemble de différents animaux. Sa tête étant celle d'un Oni, un ogre japonais, son corps est celui d'un tigre en feu et sa queue d'un serpent. Ce sont étonnamment des éléments que nous pouvons relier à Kaido et 2 de ses calamités dévoilées sur Wano Kuni, King et Queen. Kaido a l'allure typique d'un Oni avec ses cornes et son arme, il représente alors la tête et le visage du nuée. Le corps du tigre en feu serait King l'incendie, même si son Zoan est celui d'un pteranodon, l'élément est bel et bien celui du feu. Pour finir avec Queen, la maladie, son fruit du démon a également rien à voir avec le serpent, mais tout comme King, son épithète est liée à la maladie, peut nous rappeler la venimosité de ce reptile et donc le délire de poison et de virus que Queen crée sans qu'on ne sache vraiment pourquoi ni comment. Là encore, même si ça peut être capillotracté, Oda et son amour pour les détails et le foreshadow semblent encore avoir fait des siennes. Mais il y a une chose à côté de laquelle nous sommes tous passés, les Mugiwara présents sur l'image de présentation de l'événement. Robin, Franky et Brook n'y apparaissent pas. Et ça a fait surgir une petite théorie dans ma tête de chauve. Ces 3 personnages ont tous un lien avec les poneglyphes et les armes antiques. Nico Robin est capable de les déchiffrer et le gouvernement la craint parce qu'elle serait capable d'éveiller l'arme Pluton, ce qui a d'ailleurs été l'élément déclencheur de l'arc Enies Lobby. Franky a hérité des plans de Pluton de la part de son maître Tom, qu'il a ensuite brûlé plusieurs années plus tard. Le génie de l'ingénierie navale, qu'est Franky, a parfaitement pu mémoriser le plan de construction de Pluton, expliquant ainsi
ainsi son geste radical. Quant au squelette musicien Brook, je vous rappelle qu'il a dans le crâne la copie du Road Poneglyph de Big Mom, qui lui a volé avec brio sur Whole Cake Island. Exactement, et si je peux me permettre, sur Wano Kuni, Brook semble avoir fait la même chose en ayant découvert l'emplacement d'un Poneglyph. Il ne s'agit pas d'un Road Poneglyph, ce qui mène directement sur la dernière île, mais il peut malgré tout contenir des informations très intéressantes sur une ou plusieurs armes antiques par exemple. Je trouvais cette coïncidence beaucoup trop bizarre, et je me suis dit qu'en fait, le tout dernier arc de One Piece tournerait autour de ces trois personnages. Il n'est pas absurde d'imaginer que Barbe Noire profiterait du chaos ambiant à Wano Kuni pour enlever ces trois Mugiwara, direction Raftel. Ils ont tous un lien avec les grands mystères du monde, et Teach est friand de ces infos. On remarque aussi que Nami est absente du dessin final de l'événement One Piece Kyoto. Sachant que c'est la navigatrice de l'équipage et une des meilleures du monde, c'est pas complètement idiot de penser qu'elle pourrait elle aussi se faire kidnapper. Un arc final de One Piece sur fond de quête sauver les Mugiwara et il faut aller chercher Raftel avant Barbe Noire serait, je pense, la quintessence de ce que One Piece peut nous proposer de meilleur. Vous allez me dire que Jinbei est aussi absent de ces images, mais il n'avait pas encore physiquement rejoint l'équipage à ce moment-là. Donc soit c'était pour ne pas spoiler un retour imminent, soit il va mourir en voulant protéger ses amis de Marshall D. Teach. Et je ne vous cache pas qu'il y a une option que je préfère à l'autre. Et y a pas à dire, les foreshadowing dans One Piece sont beaucoup plus vastes et cachés que ce qu'on pourrait penser. La majorité sont propres au manga, certes, mais parfois on peut en trouver même dans les OST de l'anime. On en parle d'ailleurs dans la vidéo dédiée qui est sortie sur Manga Trash en même temps que celle-ci et qui fait un très bon complément. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre patiemment et bien sagement et on se retrouve dans 5 ou 10 ans pour analyser tous les foreshadows qu'Oda met sous nos yeux actuellement sans qu'on s'en rende compte. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à toi Chof pour ta participation et à bientôt. Peace les bros.